toutes les semaines, on vous donne rendez-vous pour des rencontres avec nos experts. Merci de vous connecter à l'heure, c'est toujours apprécié. Je suis Romain Poirot, pour ceux qui ne me connaissent pas, directeur commercial associé de French Morning Media Group. On est le média pour les Français aux États-Unis depuis 15 ans. On va faire nos 15 ans en juin et on est aussi présent au UK et Canada. Donc aujourd'hui, on retrouve Alexandre Quentin, un expert qui vient nous donner un petit peu les tendances de son industrie. Alexandre, il est directeur des investissements et partenaire du cabinet USA France Financial. Donc expert qui va nous parler aujourd'hui de la situation actuelle des marchés financiers. Il accompagne un peu plus de 750 familles dans leur stratégie patrimoniale transatlantique. Donc essentiellement pour vos assets aux États-Unis. Vous êtes un peu plus de 150 à avoir pris un billet aujourd'hui. Donc, pour ceux qui connaissent le concept, on fait 40-45 minutes de présentation pour vous donner un maximum d'informations. Mais tout de suite, n'hésitez pas déjà à poser vos questions. Dites-nous aussi d'où vous vous connectez, ça nous intéresse toujours de savoir. Et puis, ça permet aussi à Alex d'adapter un petit peu les réponses en fonction de ça. Donc, on est en direct sur Zoom. Pour les plus chanceux, Zoom, vous pouvez poser vos questions en live. Donc, on n'active pas la webcam, on ne voit pas votre nom. Je donnerai juste votre prénom et vous avez juste à lever la main, raise hand, ça se trouve juste en bas. Et vous pouvez poser vos questions. La webcam ne s'active pas, donc n'hésitez vraiment pas. C'est sympa d'entendre la voix des gens qui nous écoutent. Pour les gens qui sont sur Facebook, LinkedIn et YouTube, vous pouvez écrire votre question et je la pose à la fin. On aura le temps pour répondre à toutes les questions et on essaie, on essaie toujours de ne pas dépasser 60 minutes. Peut-être qu'on rajoutera 15 minutes à la fin si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Allez, je vais tout de suite passer la parole à Alexandre qui va démarrer la présentation et partager son écran. Salut Alexandre. Merci Romain. Bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour parler d'investissement, les marchés financiers. Donc, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, en quelques mots sur notre équipe, nous sommes une équipe de 13 Français, un Américain. Nous sommes basés à Philadelphie, Los Angeles, San Francisco et Miami. Et on permet aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de pouvoir gérer leurs problématiques financières. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier. On est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis, ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin. Alors, quel est le sommaire pour aujourd'hui? Nous allons répondre ensemble à ces 4 questions. Premièrement, que se passe-t-il sur les marchés financiers en ce début d'année 2022? Pourquoi tant de volatilité? Deuxièmement, on va essayer d'être proactif. Donc, comment contribuer à réduire le risque de votre portefeuille et dans un cadre international et puis être positionné de manière optimale pour tirer avantage de cette situation. Ça, c'est le point 3. Et le point 4, également, comment réduire l'impact fiscal. On va voir également ensemble que, évidemment, en complémentarité de nos amis comptables fiscalistes qui vont essayer de trouver un certain nombre de déductions chaque année, à l'intérieur de notre portefeuille d'investissement, nous pouvons réduire l'impact fiscal en amont de l'impact. Voilà le sommaire pour aujourd'hui. Et puis, si vous le souhaitez, on va pouvoir se lancer. Alors, faisons un point sur les marchés. Donc déjà, regardons déjà à peu près 2 ans, il y a 2 ans, où en étions-nous? C'était évidemment l'impact de la pandémie, du coronavirus, l'arrêt mondial de l'économie et évidemment, beaucoup des indicateurs que vous voyez sur ces 20 indicateurs, beaucoup d'indicateurs étaient au rouge. Le sentiment était au plus bas. L'économie s'était complètement arrêtée. La plupart des index étaient dans le rouge, etc. Et petit à petit, avec l'espoir qui a pu, et on le vit encore, d'une amélioration de l'impact sanitaire du coronavirus, mais également l'aide à la fois des gouvernements et surtout monétaire qui a été pris comme décision dans le monde entier, et notamment par la Banque centrale américaine. J'ai déjà une statistique pour vous, c'est que dans les 2 dernières années, entre mars 2020 et aujourd'hui, 40% de tout l'argent jamais imprimé aux États-Unis a été réalisé dans les 2 dernières années. Et je parle depuis 1776. Donc, l'impact massif des politiques monétaires favorables a eu un impact que l'économie est toujours
en forme, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, alors que s'il n'y avait pas eu cette impulsion des banques centrales mondiales et notamment américaines, nous serions en phase de crise à l'heure actuelle. Donc, regardons où on en est à l'heure actuelle. Vous pouvez voir cette picture et nous sommes quasiment dans le vert. Et vous voyez, il y a un indicateur qui est au rouge et celui-ci vient seulement ce mois-ci de passer au rouge. Il était encore à l'orange le mois dernier, mais évidemment, cet impact du risque géopolitique entre notamment la Russie et l'Ukraine fait que cet indicateur est maintenant dans le rouge. Donc, faisons un point sur nos perspectives à 6-9 mois à l'heure actuelle dans l'économie et sur le marché financier. Donc, les indicateurs sont au vert. L'économie est en phase expansionnisme, favorisée majoritairement par ces politiques monétaires et fiscales qui ont été extrêmement favorables pour l'économie. Maintenant, les ménages ont une épargne qui est abondante. Entre avant le Covid et aujourd'hui, les ménages américains ont 1,8 trillion de liquidités supplémentaires qu'ils n'avaient pas avant le Covid. Cette marge d'argent disponible va pouvoir, être potentiellement investie ou utilisée dans l'économie pour pouvoir commencer à revoyager, etc., et qui aura une influence positive sur la capacité aux entreprises de garder leur marge, puisque vous l'avez également senti, il y a une augmentation du prix des matières premières, mais qui a pu être reportée par les entreprises sur le consommateur final. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a eu cette capacité de pouvoir le faire? C'est parce que les ménages ont les liquidités pour pouvoir faire face à cette inflation. Évidemment, qui dit inflation dit à un moment donné un impact sur la Fed, de dire on va essayer de contrer cette inflation qui est un petit peu abusive en ce moment, on était proche de 7%. Et donc, quand il y a une inflation forte, la Banque centrale américaine décide à la fois d'augmenter les taux d'intérêt, mais également de fermer un petit peu plus les vannes qui sont, en termes de rachat du bon trésor américain, qui sont encore très importants à l'heure actuelle. On est encore sur un niveau proche des 120 milliards de dollars par mois. C'est absolument massif et ils vont essayer de commencer à calmer un petit peu le jeu puisque leur bilan n'est pas infini, malheureusement. Donc, on s'attend en effet à ce que les indicateurs soient ouverts, que le marché soit positif pour l'année 2022, mais attention, on s'attend à quand même pas mal de volatilité. Ce ne sera pas une straight line, smooth, il y aura beaucoup de hauts et de bas cette année. Notamment, on l'a déjà ressenti, vous l'avez déjà potentiellement ressenti, c'est la hausse des taux d'intérêt au mois de janvier. Finalement, la Banque centrale américaine a décidé d'agir et ça a un impact direct sur le marché des actions. Alors, pourquoi? Il y a deux facteurs qui en découlent de l'augmentation des taux d'intérêt. Premièrement, quand on augmente les taux d'intérêt, les nouvelles obligations, les nouvelles offres d'obligations sont plus attractives. Et donc, en termes de shift macro, les obligations étant maintenant plus attractives, les money managers vont pouvoir potentiellement avoir plus d'obligations dans leur portefeuille et donc il y a un shift des actions vers les obligations. C'est le premier point. Deuxième point, quand on augmente les taux d'intérêt, qui est impacté négativement, notamment, parce que le marché des actions est impacté négativement, c'est notamment ce qu'on appelle les growth stocks, c'est-à-dire les compagnies à fort potentiel d'expansion. Alors, pourquoi elles sont affectées? Pour deux raisons. Premièrement, c'est que maintenant, quand vous augmentez les taux d'intérêt, l'accès au capital est plus difficile, il coûte plus cher, et comme ces compagnies ont besoin d'une croissance grâce à l'emprunt, notamment, plus c'est difficile d'emprunter et évidemment, moins elles ont de capacité à se développer de manière rapide et expansionniste. Donc, une augmentation des intérêts a un impact directement sur l'accès au capital, qui est néfaste pour les growth stocks. Et deuxièmement, tout simplement, il faut savoir que les growth stocks, quand on regarde la valorisation d'une action à l'heure actuelle, elle est valorisée de par ce qu'on appelle le discounted cash flow model. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement, on essaye de voir quels seraient les profits ou les cash flows qui seraient générés par une entreprise dans les années à venir, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et pour avoir la valeur actuelle, qu'on appelle le present value, il s'agit en fait de discounter la valeur des cash flows futurs par un taux d'intérêt, pour avoir la valeur présente. Et donc, si vous augmentez les taux d'intérêt au dénominateur de la formule, évidemment, vous avez une present value, une valeur actuelle qui est moindre. Et ça a un impact direct sur la valorisation des entreprises et notamment des growth stocks à l'heure actuelle. Donc, de par l'augmentation des taux d'intérêt attendus
cette année, eh ben, il y aura un impact direct sur la valorisation des actions. Et on l'a senti au mois de janvier, tout simplement. Et Romain, je vais venir pour ta question. Eh ben, tout simplement, on s'est attendu à une baisse de 10 à 15% des growth stocks sur janvier. Et à l'heure où on se parle à l'heure actuelle, on pense que le marché a enregistré cette baisse et cette augmentation qui est attendue des marchés financiers. Donc, les prix actuels reflètent fullement l'augmentation attendue des taux d'intérêt. Je vais y venir, je vais finir ma liste dans quelques instants, mais Romain, je pense que tu avais une question et ce sera avec plaisir d'y répondre. Ça marche. Je peux la poser? Oui, vas-y. C'est quoi un growth stock? OK. Alors, en termes d'actions, on a deux options. On a ce qu'on appelle des value stocks ou ce qu'on appelle des growth stocks. Une value stock, c'est une action qui est établie à l'heure actuelle. Ça peut être, par exemple, des actions de type Walmart ou Procter & Gamble. Ce sont des compagnies qui sont établies, qui ont déjà des cash flows plutôt réguliers et qui vont potentiellement même avoir la possibilité de donner des dividendes de par leur assise. Ils n'ont pas vraiment besoin potentiellement d'emprunter massivement pour faire grandir la compagnie de manière exponentielle, à la différence, par exemple, des tech stocks ou des compagnies qui ont vraiment un espoir d'augmentation exponentielle très rapide. Donc, voilà la grosse différence entre les actions qui s'appellent des growth stocks et les value stocks. Donc, des valeurs établies et d'autres à fort potentiel. Donc voilà. Et notamment, les valeurs qui ont été établies ont eu moins d'impact, évidemment, lors du mois de janvier que les growth stocks qui ont été vraiment impactés négativement par l'augmentation des taux d'intérêt. Excellente question, Romain. Merci. Et du coup, les dividendes stocks, ça peut être des growth stocks? Non, c'est plus considéré comme des value stocks. Généralement, les value stocks, c'est établi qui peuvent justement ont la capacité financière de donner des dividendes. Généralement, des growth stocks n'ont pas vraiment de dividendes parce qu'elles vont essayer, leurs profits vont être remis dans l'entreprise pour essayer de grandir rapidement jusqu'à une taille où elles sont assises et peuvent donner des dividendes à ce moment-là. Okay. Merci beaucoup pour la précision. Il y avait plusieurs personnes qui avaient demandé. Oui, absolument. Donc voilà, déjà, pourquoi tant de volatilité? Augmentation des taux d'intérêt. Deuxièmement, on s'attend à une augmentation fiscale. Je veux dire, Biden a été élu avec un programme où on s'attendait à une augmentation des impôts. Donc, dans le cadre de son mandat, on s'attend à une augmentation des impôts. Ça aurait dû être réalisé en 2022. On s'attendait, toutes les semaines, ça changeait, etc. Et au final, il n'a pas vraiment, ce qui est assez contradictoire, mais puisqu'en fait, il a le Congrès et la Chambre, mais il n'avait pas le soutien derrière lui de faire passer une loi fiscale et donc on s'attend potentiellement à ce que celle-ci puisse passer pour 2023. On n'a pas de boule de cristal, mais on peut s'attendre dans le mandat de Biden à une augmentation des impôts, qui est évidemment un impact négatif sur la valeur nette de nos investissements et de notre patrimoine. Troisièmement, ce sont encore à l'heure actuelle, on n'est pas encore sorti d'affaire de ce coronavirus. Je l'espère, je touche du bois, on veut revenir à une nouvelle normale. Mais évidemment, il peut y avoir d'autres variants, etc. Et donc, les implications encore liées au coronavirus peuvent avoir des implications sur l'économie mondiale. Des problèmes encore de logistique. On voit encore de nombreux bateaux qui sont bloqués dans les ports. La valorisation élevée des actifs. On a eu quand même pendant 2 ans une énorme augmentation artificielle, notamment, de par l'implication de la Banque centrale américaine, une valorisation très élevée des actifs. Donc, à l'heure actuelle, vous voyez, c'est encore un tout en bas à droite du graphique, vous avez Equity Market Valuation. Elle regagne un petit peu ce mois-ci. Vous voyez la flèche, entre la flèche grisée et la flèche un peu plus noire, et ben vous avez qu'elle va du bon côté, mais on a quand même encore des actifs qui sont encore fortement élevés en termes de valorisation à l'heure actuelle. C'est une des choses à prendre en considération et potentiellement des growth stocks un petit peu plus spéculatives peuvent encore être affectés potentiellement de cette année. Et enfin, des risques géopolitiques, je pense que vous l'avez tous entendu, mais il y a beaucoup plus de tensions à l'heure actuelle, notamment entre la Russie et l'Ukraine, qui impactent évidemment l'économie mondiale. S'il y avait lieu, notamment d'une guerre, évidemment, c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui serait affecté. Voilà pour les perspectives économiques. Donc, pour résumer, les indicateurs sont encore beaucoup ouverts. Rappelez-vous, en 2020,
la majorité des indicateurs étaient au rouge. On pense que l'année 2002 va être positive, notamment parce qu'on a déjà connu au mois de janvier. Entre maintenant et la fin de l'année, on pense que ça va être positif. Mais attention, ce ne sera pas un long fleuve tranquille et il y aura quand même pas mal de volatilité qui est attendue pour 2022. Et c'est pour ça qu'il s'agit d'être extrêmement granulaire dans notre prise de décision de notre portefeuille. D'autres questions, Romain, avant qu'on passe à la question numéro 2? Eh bien, je crois qu'on a répondu aux questions sur ce point-là, donc on peut y aller. Si vous avez des questions dans l'audience, n'hésitez pas à les poser. Donc, en bas, ça se trouve, Q&A si votre Zoom est en anglais, Q&R si votre Zoom est en français. Très bien. Question numéro 2, comment réduire le risque de votre portefeuille d'investissement dans le cadre de votre stratégie globale? Maintenant qu'on a vu l'état de l'économie, la question à se poser, c'est comment être proactif? Que dois-je prendre en considération pour pouvoir être en position de force? Et nous avons 4 stratégies à notre disposition. Premièrement, c'est d'avoir une stratégie d'investissement qui soit réfléchie, ne pas prendre de décisions émotionnelles, enlever les travers comportementaux, ce qu'on appelle en anglais « behavioral biases ». Prendre des décisions avisées et avérées va nous permettre d'être au plus proche que le marché va pouvoir nous donner. Le point numéro 2, c'est de mettre en place une stratégie qu'on appelle holistique, de prendre en considération l'ensemble de votre stratégie patrimoniale pour pouvoir être dans une position où, potentiellement, si vous avez des garanties à côté, si vous avez les reins solides, vous pouvez vous permettre potentiellement de prendre plus de risques au sein de votre investissement et non pas l'inverse. Donc, prendre en considération votre stratégie globale va pouvoir permettre d'être beaucoup plus granulaire dans votre prise de décision au sein de votre portefeuille. Le point numéro 3, c'est de faire en sorte que vous créez une stratégie à haute vélocité patrimoniale. Faire en sorte que chaque dollar que vous mettez de côté puisse potentiellement jouer plusieurs rôles en même temps. C'est une des problématiques, par exemple, de jeter $1 vers un programme de retraite. Quand on jette $1 vers un 401k, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que maintenant, quand on met $1 dans un programme de retraite, il va ne jouer qu'un seul rôle. Il va jouer son rôle d'être là plus tard pour la retraite. Il perd de sa capacité de pouvoir jouer plusieurs rôles en même temps. On va voir comment est-ce qu'on peut être beaucoup plus granulaire de ce côté-là également. Et finalement, utiliser des instruments qui vont nous permettre de pouvoir réduire le risque tout en maximisant le potentiel de rendement. Et justement, pour ces programmes de retraite, on va parler uniquement d'un instrument aujourd'hui qu'on appelle le Variable Index Annuity. C'est un type d'annuité que l'on met généralement dans les programmes de retraite et on va voir tout simplement comment ça fonctionne aujourd'hui et ça peut avoir un intérêt au sein de la stratégie globale. Donc, si vous le souhaitez, on va aller point par point dans ces 4 stratégies avec vous aujourd'hui. Premièrement, on a parlé de prendre des décisions avisées, avérées, non émotionnelles. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, la plupart des investisseurs en 2015 a généré que 5,5% alors que le marché a généré près de 14%. La grande différence à long terme, c'est la gestion émotionnelle de son argent. Un des avantages de travailler avec un conseiller financier, c'est de réduire au maximum ces travers de prise de décision patrimoniale. Donc, prendre des décisions avisées et avérées va nous rapprocher au mieux de ce que le marché va pouvoir nous donner. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire, n'hésitez pas à passer votre écran en plein écran. Ça va vous permettre de pouvoir lire plus facilement les slides. Très bien. Deuxièmement, c'est d'avoir une stratégie où on va se diversifier. Il s'agit d'avoir au minimum 6 classes d'actifs au sein de son portefeuille. C'est un minimum, on peut en avoir plus. Plus on a d'argent et plus on a la capacité de se diversifier pour pouvoir à la fois réduire le risque et augmenter potentiellement le rendement. Quel risque souhaitons déjà minimiser? C'est ce qu'on appelle le risque unsystématique, non systématique. Et on gardera évidemment le risque qu'on appelle systématique, qui est le risque de marché. Donc on veut, alors imaginez que vous ayez des actions en direct. Si vous détenez des actions en direct, la recherche nous dit qu'il faudrait un minimum de 35 actions. Un portefeuille entre 35 et 50 actions en direct nous permettrait de réduire le risque d'un impact qu'on appelle unsystématique, qui serait l'impact de la perte de valeur d'une seule position. Par exemple, si vous détenez, je prends un exemple, Apple, et si demain Apple perd 20 ou 30% de sa valeur parce que le CEO a réalisé X ou Y chose qui n'était pas bon pour la compagnie, eh ben vous avez encore une quarantaine d'autres actions qui ne seraient pas affectées négativement par la baisse d'une seule position. Donc, réduire le risque qu'on appelle non systématique nous permet, grâce à la diversification, nous permet de réduire ce risque-là. Également, l'idée, c'est d'être stratégique dans ces prises de décision. Chaque année, comme vous pouvez le voir sur cet écran,
Par exemple, en 2019, les large cap growth stock que l'on discutait ont réalisé le plus de rendement, près de 36%. Alors que si on regarde tout en bas, c'était le cash qu'il avait généré. Alors, ce qu'on appelle cash, c'est ce qu'on appelle les produits bancaires. Checking, saving, money market CDs n'avait généré en 2019 que proche de 2,3%. Donc, l'idée, c'est d'être stratégique, évidemment, dans l'univers économique dans lequel nous sommes, de pouvoir se positionner dans des classes d'actifs qui ont le plus de potentiel de rendement et également de prendre en considération ce qu'on appelle la corrélation entre les actifs. Par exemple, si on détient des large caps growth et qu'on détient également des mid cap growth, donc large caps, ce sont les grosses capitalisations américaines, les mid caps, ce sont les capitalisations moyennes, et bien évidemment, il y aura une grosse corrélation entre les grands groupes américains et les moyens groupes américains. La corrélation sera très élevée, c'est-à-dire que si le marché prend 1% de ce côté-là, l'autre va peut-être prendre 0,98. Elle va suivre. Donc, avoir des positions qui vont pouvoir avoir des impacts peut-être inverses vont réduire le risque global et vous permettre d'avoir le rendement attendu sur le long terme. Donc, être stratégique et se diversifier de manière proactive au niveau des marchés. Et évidemment, faire appel à une équipe de professionnels va pouvoir vous permettre d'être en lieu, de manière proactive, toujours en position de force, selon ce qu'il se passe sur les marchés financiers. Le point C, c'est tout simplement, on l'a vu ensemble, c'est de mettre en place une stratégie à haute vélocité. Alors, déjà, pour créer de la valeur patrimoniale, quelles sont nos solutions? Vous le voyez à l'écran, il y a 3 solutions, mais pour moi, il y en a vraiment 2. Donc déjà, évidemment, c'est de pouvoir épargner pendant une très longue période de temps. Si vous épargnez à la banque à l'heure actuelle, il vous faut près de 121 ans pour doubler votre argent. Évidemment, la banque ne rémunère pas grand-chose à l'heure actuelle. Mais ça, c'est aussi la force de notre communauté, c'est que généralement, on est de très bons épargnants. On épargne, on a ces bons réflexes d'épargner et ce sera le fuel de notre succès patrimonial, c'est d'être des très bons épargnants dans un premier temps et puis dans un deuxième temps, de pouvoir optimiser la stratégie. Et donc, pour nous, il n'y a que 2 manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle. Un, c'est ce que j'appelle ownership, c'est-à-dire que vous détenez votre propre compagnie ou vous détenez des parts d'une compagnie sur le marché privé ou sur le marché public, telles que des actions. Et deuxièmement, c'est l'immobilier. Voilà. Il n'y a que 2 manières de créer la valeur patrimoniale exponentielle et c'est là où on va aller chercher le rendement. C'est là où on va aller chercher, par exemple, ces 7-8% de rendement linéaire sur le long terme. C'est-à-dire que chaque année, on souhaite générer ce type minimum de rendement. Alors évidemment, il y a des hauts, il y a des bas. On le verra ensemble dans la prochaine question qu'on va poser. Mais sur le long terme, on va essayer de chercher ce rendement-là sur le marché financier immobilier. Et si vous ne souhaitez pas générer au minimum 7 à 8% de rendement annuel sur le long terme, ne mettez pas votre argent dans ces classes d'actifs-là. Il y a d'autres classes d'actifs qui vont largement pouvoir faire l'affaire sans prendre le risque de marché financier immobilier. Mais quand on est un investisseur, on va essayer de se positionner stratégiquement pour aller chercher ce type de rendement-là. Et quand on met de l'argent de côté, quand on commence à se diversifier, on va essayer d'être le plus efficace possible. Et pour ce faire, c'est ce que j'appelle créer un haut degré de vélocité patrimoniale. Alors, pour expliquer le mot de vélocité, je prends généralement l'exemple de la vélocité de la monnaie au niveau d'un pays. Et c'est tout simplement le ratio entre le PIB, la richesse créée par le pays, sur la masse d'argent disponible. Si on prend comme hypothèse que la masse d'argent disponible dans un pays est fixe, plus le PIB va être important et plus ça peut être un ratio assez intéressant à regarder pour voir s'il y a une certaine vitalité au niveau du pays. Ça signifierait que 1 euro ou 1 dollar passerait d'une poche à l'autre entre des commerçants et des particuliers, des entreprises et des particuliers qui achètent et vendent des biens et des services et qu'il y a une certaine émulsion qui fait que le pays se porte bien avec un montant d'argent qui est fixe, qui passerait d'une poche à l'autre. Et bien, d'un point de vue granulaire, au sein de notre propre stratégie patrimoniale, on va essayer de faire en sorte que chaque dollar qu'on a de côté puisse potentiellement jouer plusieurs rôles en même temps et ainsi démultiplier notre stratégie patrimoniale. Si on est capable de le faire, évidemment, on sera dans une bien meilleure position que de donner un seul rôle à chaque dollar que l'on met de côté et que chacun, dans des compartiments séparés, puisse jouer que leur rôle. Si vraiment on crée justement cet haut degré de vélocité, on va être dans une bien meilleure position. Alors, la question, c'est comment y arriver? Et donc, pour ce faire, il s'agit de créer ce qu'on appelle un système de cash flow, un système de flux financier qui soit le plus efficace possible. Alors, pour ce faire, je vais faire un petit graphique pour expliquer mon point. Quand on se lève le matin, on crée de la valeur patrimoniale. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on va travailler et on va pouvoir être rémunéré.
que ce soit parce qu'on détient notre business et la valeur de notre business augmente, ou nous sommes employés et on récupère un paycheck toutes les 2 semaines. Donc, c'est ce que j'appelle cash creation dans un premier temps, créer la valeur patrimoniale. Et puis, généralement, on va déposer notre argent quelque part, ce que j'appellerais cash capture. On va le capturer quelque part, on va le mettre dans une warehouse, et généralement, c'est matérialisé par une banque. On va le déposer à la banque. Et quand on a l'argent à la banque, on se dit, mais je suis sur un saving account à l'heure actuelle, je suis à 0,05%, il y a une inflation à 7%, je suis garanti de perdre de l'argent, il faut que je mette mon argent au travail. Je vais essayer de trouver des solutions patrimoniales que j'appellerais cash flow creation et qui vont pouvoir nous permettre de pouvoir générer du rendement au minimum plus fort que l'inflation, mais pour pouvoir faire grandir notre valeur patrimoniale. Ça peut être l'immobilier, ça peut être le financier. On a vu ça, on l'a vu ensemble. Il y a que 2 manières de créer la valeur patrimoniale, ownership and real estate. Et on va faire en sorte de générer des intérêts, des dividendes, des revenus pour qu'à terme, le jour où je souhaite m'arrêter de travailler, notre patrimoine puisse nous assurer un style de vie, une indépendance financière, des revenus pour le reste de notre vie. Et au-delà, je mets toujours, et c'est très important, ce que j'appellerais cash protection. Ce sont les solutions également qui permettent de protéger notre patrimoine. Si nous avons des enfants, d'avoir des documents testamentaires. Si nous avons une famille, de l'assurance décès, de l'assurance invalidité, parce qu'un de nos plus gros actifs à l'heure actuelle, c'est notre capacité à nous lever le matin, d'aller travailler. Et donc, si cela devait s'arrêter du jour au lendemain, comment est-ce que je puisse continuer à avoir un paycheck qui tombe? L'assurance invalidité à long terme est là pour ça. Avoir de l'umbrella policy, qui est la protection civile, qui est automatique en France, mais qui ne l'est pas aux États-Unis, il faut le demander à son assureur auto-maison. Ce genre de choses à mettre en place. Si vous avez plus de questions là-dessus, on fera d'autres webinaires, mais également, n'hésitez pas à me contacter. Mais la première chose que l'on regarde pour l'ensemble de notre clientèle, que vous ayez 50 000 $ ou 120 millions de dollars de patrimoine, c'est votre portefeuille de protection. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de mettre $1 de côté si vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Donc, voilà votre système de cash flow. Vous allez vous lever le matin, vous le mettez à la banque. De la banque, vous trouvez des solutions d'investissement qui reviennent dans votre système et vous allez créer un système vertueux pour le reste de votre vie. Là où généralement, et je pense que c'est assez clair, je pense, Romain, je ne sais pas si tu souhaites m'interrompre peut-être là-dessus, tu as des questions, mais est-ce que tu penses que c'est assez clair en termes d'explication? Pour moi, c'est très clair. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience sur ce sujet? Ok. Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Si vous arrivez à suivre, dites oui dans le chat. J'aime bien mettre un peu de challenge. Ah, bonne nouvelle. Très bien, continuons. Allez, on y va. Et là où je souhaite m'arrêter, puisque dans notre processus de prise de décision patrimoniale, généralement, ce qui est évincé, c'est cette partie-là. C'est la partie cash capture. On a du cash à la banque et comme la banque ne rémunère pas, on trouve des solutions patrimoniales. Mais on n'optimise pas la partie cash capture. Et pour nous, on a fait de la recherche pour voir quel instrument pourrait pouvoir permettre de pouvoir créer beaucoup plus de vélocité patrimoniale et de remplacer stratégiquement parlant le rôle de la banque en termes de cash capture. Alors, voici, stratégiquement parlant, on s'est posé la question, quelles classes d'actifs peuvent être potentiellement ce qu'on appelle collatéralisables, où on peut à la fois mettre de l'argent dans une classe d'actifs et l'utiliser son argent une deuxième fois de la même manière qu'on fait transiter l'argent par la banque. Alors, on va faire un point sur les actifs collatéralisables et je vais revenir sur ce sujet-là pour pouvoir éclairer ma pensée. Alors déjà, quelles sont les classes d'actifs sur lesquelles on va pouvoir avoir l'actif en particulier, tout en pouvant utiliser l'argent de cet actif-là une deuxième fois pour faire d'autres choses avec? Alors, premièrement, on pourrait avoir de l'immobilier. Imaginez que vous détenez un bien immobilier et vous commencez par exemple à repayer le prêt immobilier. Vous allez créer ce qu'on appelle de l'equity au sein de votre bien immobilier. Imaginez que vous avez acheté un bien pour 500 000 $. Vous avez emprunté 300 000 $. Ça fait maintenant plusieurs années que vous repayez petit à petit votre prêt immobilier. Il ne vous reste plus que 150 000 $ à payer. Si en plus, en parallèle, votre bien est passé en termes de valeur à 500 à 600 000 $, vous avez un bien qui fait 600 000 $ et il ne vous reste plus qu'à payer 150 000. Vous avez 450 000 $ de ce qu'on appelle equity. C'est en fait de l'argent qui est bloqué dans votre bien immobilier à l'heure actuelle. Une manière, par exemple, de monétiser le bien, c'est soit de refinancer le bien, soit par exemple de faire ce qu'on appelle une HELOC,
Home Equity Line of Credit, de sortir de l'argent du bien. Il est maintenant liquide et on peut faire d'autres investissements avec ou peu importe. Mais un actif qui nous permettrait potentiellement d'utiliser notre argent 2 fois, c'est par exemple l'immobilier. Ça peut être votre business. Si vous détenez un business, la valeur des actifs, que ce soit par exemple des actifs de l'entreprise tels que du matériel ou ce qu'on appelle le goodwill ou autre, vous permettrait potentiellement aller voir une banque qui vous fait des prêts pour pouvoir continuer à étendre votre business. Ça peut être des actions. Par exemple, avec nos clients, vous détenez un compte d'investissement avec nous, vous pouvez avoir en parallèle de votre compte d'investissement une ligne de crédit. Et cette ligne de crédit peut être utilisée pour faire un down payment sur un bien immobilier. Que ce bien immobilier soit aux États-Unis, à Londres, à Paris, peu importe. Vous pouvez utiliser votre argent 2 fois. Nos clients bénéficient de lignes de crédit qui sont au minimum, à l'heure actuelle, de près de 1,5%. Alors évidemment, plus vous avez d'argent et plus les taux d'intérêt sont bas. Mais on a des clients chez nous qui ont des lignes de crédit à 1,5%. Donc leur patrimoine, leur compte d'investissement continue à évoluer sur le long terme. Et en parallèle, utilise sa ligne de crédit pour pouvoir prendre d'autres décisions patrimoniales et faire fonctionner son argent plusieurs fois. On peut prendre de l'épargne. C'était assez populaire dans les années 90, puisque à l'époque, dans vos CDs, rappelez-vous, les produits bancaires, on a des checking account, saving account, money market et CDs, qu'on appelle des certificats de dépôt. À l'époque, dans les années 90, on avait du 7% de rendement sur les CDs. À l'heure actuelle, si vous allez voir votre banquier et que vous demandez un CD, on se rapproche des 0,05. Allez, si on est chanceux, peut-être 0,5% si on prend des longues durations. Donc, à l'heure actuelle, est-ce que ça vaudrait le coup de se leverager sur des CDs? La probabilité, non, puisqu'il n'y a pas de rendement interne. Les CDs, c'est les trucs qu'on voit quand vous marchez dans la rue devant votre banque, là, qui s'affichent. Ouais, APR ou API 0,5, c'est la panacée en ce moment. Mais en effet, c'est exactement ce que l'on voit. Tout à fait. Et dernièrement, on va potentiellement utiliser un instrument qu'on appelle le Cash Value Life Insurance, qui est un instrument d'assurance vie permanente ici aux États-Unis et qui nous permettrait à la fois d'avoir du rendement à l'intérieur de l'instrument et également de collatéraliser l'instrument pour avoir une ligne de crédit. Et ce qui est intéressant, et un dernier, évidemment, si vous avez de l'or, de l'art ou même potentiellement de la crypto, vous pouvez vous leverager sur ces classes d'actifs également. Ce qui est intéressant, c'est que sur l'ensemble des classes d'actifs que nous avons évaluées, il n'y a que 2 classes d'actifs sur lesquelles le sous-jacent, c'est-à-dire l'actif de base, est garanti d'augmenter. C'est l'épargne, mais à l'heure actuelle, on l'a vu ensemble, il faut 121 ans pour doubler son argent, pas efficace. Et deuxièmement, c'est le Cash Value Life Insurance. Comme il est garanti d'augmenter, il va potentiellement être l'actif le plus en vue dans cette optimisation de vos cash flows. Pour créer un efficient cash flow system, on va utiliser ce qu'on appelle le Cash Value Life Insurance, ou en d'autres termes, WALI, Wealth Accumulation Life Insurance, pour pouvoir avoir un système où on va pouvoir déposer de l'argent dedans et de financer ses activités à rendement. Petit aparté, rappelez-vous comment fonctionne une banque de manière basique. La banque récupère des dépôts, elle vous rémunère. Alors, je vais mettre 1%, on est plus proche des 0,1%. Elle vous rémunère pour les dépôts que vous y mettez. Et bien, la banque, si elle a des dépôts, elle ne va pas se tourner les pouces. Elle va utiliser votre argent pour son propre bénéfice, pour aller financer de l'immobilier, des compagnies, etc. derrière. Et donc, les dépôts vont permettre à la banque de financer d'autres personnes, par exemple à 4%, et vont se marger sur la différence. Parce que là, par exemple, si on veut faire avoir la marge, 4 moins 1, ça ferait du 3%. Ces 3%, si c'est sur leur fonds propres, 4 moins 1, 3%, 3% de rendement sur leur fonds propres. Mais l'avantage d'une banque, c'est pour ça qu'elles sont aussi profitables, c'est que si vous ne déposez pas votre argent dans banque X ou Y, si vous ne le déposez pas là, elles n'ont pas de l'argent pour se leverager derrière. Donc, grosso modo, comme ils sont que intermédiaires, on pourrait argumenter que si c'est sur les dépôts qu'ils arrivent à donner de l'argent à quelqu'un d'autre, c'est que le rendement derrière est plus proche de 300%, puisque ce n'est pas sur leur fonds propres. Et on est dans un système maintenant qu'on appelle de fractional banking, où en fait, à chaque dollar de dépôt, la banque ne va pas prêter $1, mais elle va en prêter 5, 10, voire même 15 $. Si on assume à 10 $ prêtés, on multiplie encore par 10 les rendements derrière. Et donc, pour moi, il n'y a pas meilleur au monde qu'une banque pour la gestion opérationnelle de leur cash. Et c'est pour ça que je suis tellement passionné par le fait qu'il faut squeezer la banque.
C'est très important d'avoir 3 mois à 6 mois de matelas de sécurité à la banque parce qu'on en a besoin pour nos cash flows futurs, on perd son emploi, on rentre en France, etc. Mais au-delà de ces 3 à 6 mois, qui seront à la banque pure, on va essayer de faire en sorte de créer sa propre banque familiale, faire en sorte que cet argent travaille pour nous et notre famille et arrêter de faire grossir les banques en elles-mêmes à notre détriment. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ce cash value life insurance comme sa propre banque familiale. C'est-à-dire qu'on va trouver un système de dépôt d'argent et de financement de ses activités à rendement. Et donc, on recapture ce qu'on appelle ici le coût d'opportunité ou ce qu'on appelle le time value of money. Puisque ce qui est intéressant, c'est que c'est le même dollar qu'on positionne dans son système qui va être utilisé une deuxième fois. Et on va y venir sur un schéma maintenant qui sera beaucoup plus parlant. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise quelques attributs du cash value life insurance? Pourquoi est-ce qu'on utilise cet instrument-là et pas un autre? Donc, je vais rapidement passer là-dessus. Il y a 12 attributs de ce qu'on appelle le cash value life insurance aux États-Unis. Un, il y a une assurance décès. Donc, en plus d'une épargne qui va grandir de manière garantie, eh ben, nous avons en plus une assurance décès qui va partir aux bénéficiaires plus tard. Et l'avantage de cela, c'est que grâce à une assurance décès attachée, c'est la plus grande niche fiscale aux États-Unis. On a une liquidité et un contrôle de son argent. On a une croissance qui est garantie par contrat. C'est des choses qui existent depuis 1860. Ce n'est pas sexy, ça existe depuis plus de 160 ans. Les plus grandes familles, telles que les Rockefeller à New York, ont déposé des millions et des millions de dollars dans ce type d'instrument, qui, grâce à leur assurance décès, ont démultiplié encore cela pour la génération future et ainsi de suite. On crée ce qu'on appelle une dynastie au niveau de l'impact de son patrimoine. Je donne les Rockefeller, mais ça peut être Walt Disney qui a créé Walt Disney. Président Biden, à l'heure actuelle, a 5 millions de dollars de WALI ou de Cash Value Life Insurance. C'est un instrument qui existe depuis la nuit des temps, mais grosso modo depuis plus de 160 ans. Il y a des dividendes annuels qui sont, eux, non garantis, mais qui ont toujours été supérieurs aux garantis depuis 160 ans, qui permet de booster les rendements. On a des avantages fiscaux, j'en ai discuté. On a même des avantages fiscaux en cas de retour en France. Vous avez l'opportunité de rentrer dans ce type d'instrument pendant que vous avez un lien avec les États-Unis. Peu importe si 2 semaines, 3 semaines, 3 ans à la retraite, vous rentrez en France, vous gardez les avantages financiers, fiscaux et légaux. Évidemment, l'ensemble des recommandations qu'on va faire pour l'ensemble de la communauté française prend en considération qu'on ne sait pas pour sûr si on sera pour le reste de notre vie ici aux États-Unis. Et donc, l'ensemble de leurs recommandations prennent en considération un impact à l'international. On a des limites qui sont élevées en termes de contribution. C'est un contrat privé, personne n'a de regard dessus. On a de la protection contre d'éventuels créditeurs ou en tant que banqueroute dans la majorité des États. On peut y ajouter des options qui fonctionneraient même en France en cas de soins dépendance. Aller dans une EHPAD, par exemple, en France, on pourra utiliser ce type d'instrument pour réduire l'impact des frais. Mais ce qui est le plus intéressant de l'instrument, et vous l'avez peut-être remarqué, ce sont ces 3 derniers points. C'est le fait qu'on peut collatéraliser l'instrument, qu'on a des options avantageuses de prêt et qu'on a une totale flexibilité dans la manière dans laquelle on va repayer ces prêts. Et donc, si on utilise le Cash Value Life Insurance de manière complètement basique, c'est-à-dire on met en place cet instrument dans une perspective de diversification patrimoniale, et bien ce serait déjà une très bonne prise de décision patrimoniale. Pourquoi ? Parce que déjà, il a des rendements qui sont plutôt soutenus. On parle de 3 à 5% de rendement tax-free et net of fees. Donc, ça veut dire que c'est équivalent entre 4,5 et 6,5% de rendement, d'un équivalent qui, lui, aurait un impact fiscal et un impact des frais. Donc, ce n'est pas du 15-20%, absolument pas. Mais c'est avoir un rendement qui est plus fort que l'inflation, qui est garanti d'augmenter et qui est ininterrompu. Il n'y a jamais d'année négative. Et c'est ce qu'on appelle true compounded growth. Le fait d'avoir un actif de la sorte qui est garanti d'augmenter en termes de sous-jacent va nous permettre de pouvoir avoir un système de cash flow qui est encore plus efficace. Revenons sur le graphique initial. Romain, tu as peut-être une question. En français, le true compounded growth, c'est les vrais intérêts composés. On est d'accord? Exactement. Vous savez, quand on dit par exemple, oui, si j'assume que le marché gagne 7% par an pendant 10 ans, bah, ça veut dire qu'on assume qu'il n'y a aucune année négative. S'il y a une seule année négative, même si la moyenne est de 7%, si vous avez une année à moins 20 et que 5 ans plus tard, vous avez une année à plus 35, bah, très probablement, vous pourriez toujours être en négatif au niveau de votre rendement, puisque la moyenne n'a que de sens si l'ensemble des rendements sont positifs. C'est ça qui est très important également. Hein. Quand on fait des moyennes, quand on parle de mathématiques, de compounded, de growth, etc., il faut assumer que tous les rendements soient positifs. Si vous avez une seule année négative,
l'ensemble des calculs sont complètement screwed. Hein. Donc, True Company Growth permet de pouvoir mettre en place une stratégie sur laquelle on a cette garantie que tous les rendements soient positifs et sont garantis d'augmenter sur le long terme. Très bon point, Romain. Merci beaucoup pour la précision. Revenons et finissons sur cette question-là. Comment est-ce qu'on peut créer un système beaucoup plus efficace? Et je reviens au graphique initial. Donc, on se lève le matin, on crée de la trésorerie et au lieu de le mettre de manière automatisée à la banque et après de se poser la question « qu'est-ce que je vais faire de mon argent ?» Pourquoi pas l'optimiser et le mettre tout de suite au sein de son Cash Value Life Insurance, de déposer cet argent là-dedans qui va grandir de manière exponentielle garantie sur le long terme avec des attentes de rendement à l'heure actuelle puisque les taux d'intérêt sont bas, sont de 3 à 5 %, tax-free. Il faut s'attendre à ce que ces taux d'intérêt augmentent à l'avenir si on a une augmentation des taux d'intérêt. Si je vous parle de 3 à 5 % à l'heure actuelle, c'est parce que les taux d'intérêt sont bas. Fin des années 80, on avait des dividendes qui étaient proches des 13-14 %. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt étaient élevés. Donc, c'est un très bon hedge contre l'inflation sur le long terme. Son rôle n'est pas de générer du 15 % avec des taux d'intérêt bas. Ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas un investissement. C'est plus un placement qui nous permette d'enhance la stratégie globale. Donc, on va tout simplement, de la même manière que vous avez un hamster qui reste dans sa roue et qui reste dans sa roue de manière illimitée, c'est exactement ce qu'on va rechercher au niveau de son Cash Value Life Insurance. C'est d'avoir ce 3 à 5 % de rendement et qui ne sort jamais directement de l'instrument. L'argent reste dedans à vie et en parallèle, on va y attacher notre iBlock, ce qu'on appelle Insurance Based Line of Credit. On y attache tout simplement une ligne de crédit où on peut accéder à 95 % de la valeur de notre épargne à des taux d'intérêt intéressants et celle-ci va être utilisée pour pouvoir faire des investissements, quels qu'ils soient, immobilier, mais en tout cas, si on fait un investissement immobilier, généralement, on le fait sur le down payment uniquement. Imaginez que vous achetez de l'immobilier à l'heure actuelle, vous allez mettre 20 % d'apport pour éviter ce qu'on appelle les PMI, les assurances supplémentaires qui existent depuis maintenant 2008. Vous le mettez pour l'apport, mais évidemment, vous allez prendre un mortgage derrière et ainsi potentiellement financer 100 % le bien, notamment grâce à votre ligne de crédit pour l'apport et le mortgage pour la totalité, pour la fin de la totalité du bien. Et ainsi, votre argent va fonctionner plusieurs fois en même temps. Il va fonctionner parce que vous l'avez mis à l'intérieur de votre wallet et une deuxième fois dans l'investissement final. C'est le même dollar que l'on positionne qui est utilisé deux fois. Votre propre entreprise ou même des dépenses. Payer l'éducation des enfants. Je ne sais pas vous, mais ça dépend où vous en êtes dans votre vie, si vous avez des enfants. Mais moi qui ai 3 enfants en bas âge, je ne suis pas absolument garanti que mes enfants iront dans le système américain de college là-bas. Pour l'éducation supérieure, je ne suis pas garanti. Ils peuvent aller peut-être au Canada, profiter des accords franco-québécois, par exemple, ou aller en France. Et à ce titre, des instruments ou des comptes de type 529 Plan potentiellement ne seraient pas adaptés à nous, la communauté française, si on n'a pas cette garantie que l'enfant bénéficiera du système américain. Et à ce titre, un instrument tel que le Cash Value Life Insurance peut être un très bon substitut de ce type d'instrument-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un actif dédié qui aura qu'un seul objectif qui est l'éducation. On peut utiliser cet argent pour n'importe quelle raison. Et ainsi, on peut continuer, on peut financer par exemple l'éducation des enfants pendant que notre argent continue à travailler pour nous. Okay. Je finis sur ce point numéro C. Le point que je souhaite mettre en exergue, c'est de trouver une solution dans votre stratégie patrimoniale pour faire en sorte que chaque dollar que vous mettez de côté puisse fonctionner plusieurs fois en même temps et ainsi démultiplier la stratégie patrimoniale. On le fait généralement avec un sous-jacent qui est garanti pour éviter la problématique de château de cartes. Je vais passer cette slide, mais grosso modo, voilà à quoi ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut utiliser l'instrument. On a la Cash Value Life Insurance, on prend la ligne de crédit qu'on met dans un autre actif qui, lui, nous génère des cash flows, qui fait grandir l'actif, qui génère des dividendes et ainsi de suite. On crée un cercle vertueux. On passe au point numéro D, c'est la dernière réponse à la question d'un point de vue stratégique. Et je vais vous mettre en exergue un instrument qui s'appelle un Capital Annuity, qui est absolument, je pense, de plus en plus fondamental à connaître pour vos programmes de retraite. Par exemple, vous avez un 401k à l'heure actuelle avec votre employeur. Vous partez de votre employeur parce que vous avez trouvé un autre emploi ou parce que vous rentrez en France et maintenant vous vous retrouvez avec un 401k aux États-Unis que vous pouvez laisser, by the way, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais vous avez l'opportunité, quand vous partez de votre employeur, de pouvoir être proactif. Vous voyez sur la gauche, j'ai répondu à cette question-là. Que pourrais-je faire avec mon 401k lorsque je pars de mon employeur? Vous pouvez le laisser là où il est. Vous pouvez le transférer vers un nouveau 401k de votre nouvel employeur. Vous
pouvez sortir les fonds avec l'implication fiscale et potentiellement des pénalités si vous sortez avant 59 ans et demi. Ou vous pouvez le transférer vers ce qu'on appelle un IRA, Individual Retirement Account, garder exactement les mêmes avantages et inconvénients fiscaux. Il n'y a pas d'impact lors du transfert. Et à ce titre, maintenant, vous ouvrez l'ensemble des opportunités patrimoniales pour y mettre ce que vous souhaitez au sein de cet IRA. Vous pouvez mettre de l'investissement, vous pouvez mettre de l'immobilier, du financier, des mutual funds, des ETF, etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et on va potentiellement, et la question ne se pose quasiment même pas, en dessous de 55 ans, à partir de 55 ans, on a d'autres options, ce qu'on appelle les income annuity, capital annuity, de gérer les fonds directement sur les marchés, etc. Mais voilà une option à connaître, à envisager, c'est de connaître comment fonctionne ce qu'on appelle un capital annuity. Donc, je vais vous faire un exemple. On a cette veille concurrentielle puisqu'on va aller se trouver des instruments. On va trouver le meilleur instrument du moment. Les chiffres que je vais vous montrer changent chaque semaine, mais on va faire en sorte que, si on s'assoit ensemble, de vous trouver le meilleur instrument à l'instant T de par le capital annuity. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Grosso modo, au sein de l'IRA, vous allez y positionner ce capital annuity. Et comment ça fonctionne? Vous êtes à 100% investi sur le S&P 500. 100% de votre argent est à risque sur le S&P. Peu importe votre tolérance au questionnaire au risque, vous êtes 100% investi, 100% agressif sur le marché. On va aller chercher les rendements du S&P. On peut également prendre d'autres index, mais le S&P, ce sont les 500 plus grosses capitalisations américaines. C'est grosso modo investir sur le marché américain et on va récupérer les rendements de l'index. Okay. Romain, tu as une question? Non, juste, voilà, c'est le CAC 40, mais au lieu d'être 40 entreprises, c'est 500 entreprises. Voilà. Très bien. Donc, on est à 100% investi sur le marché US. On va être investi sur 6 années. Ça veut dire qu'on est engagé sur 6 années, mais généralement, quand on est à l'intérieur d'un IRA et quand on a un horizon d'investissement qui est plutôt élevé, puisque c'est pour la retraite, on peut se permettre d'être investi sur 6 années. Parce que de toute manière, si on sort l'argent de l'IRA et qu'on est avant 59 ans et demi, on paye de l'impôt et des pénalités. Donc, généralement, on peut se permettre d'être investi sur 6 ans dans le cadre d'un compte de retraite, que ce soit un Roth IRA, ou un Roth 401k ou un IRA classique ou un 401k. On peut se permettre d'être investi sur une longue période de temps. À l'issue des 6 ans, le contrat s'arrête. Soit on repart sur un nouveau contrat, soit on dit, de toute façon, moi, j'ai plus trop envie de faire ça. Je préfère me remettre dans un portefeuille diversifié ou investir de mon argent de la manière dont je le souhaite. On a complètement la flexibilité à l'issue des 6 ans de faire ce que l'on veut. Et à l'issue des 6 ans, on investit dans le S&P aujourd'hui. On ferme les yeux, on regarde où on en est dans 6 ans. Si le marché a perdu de la valeur, les premiers 10% de pertes sont protégés. C'est-à-dire que si le marché a perdu 8%, on n'a rien perdu. Si le marché a perdu 12%, on n'a perdu que 2. Si le marché a perdu 23%, on n'a perdu que 13%. C'est-à-dire que les premiers 10% de pertes, s'il y avait lieu, sont protégés. D'un point de vue des statistiques, dans les 35 dernières années, si je prends n'importe quel moment et que je regarde 6 ans plus tard, il n'y a que 4% de chance de perdre de l'argent, avec 10% de protection. Si je regarde l'ensemble de la finance, depuis 1920, par exemple, c'est jamais arrivé dans l'histoire que le marché américain a perdu plus de 20% en 6 ans. Je n'ai pas de boule de cristal, ça peut potentiellement arriver à l'avenir, mais ça vous donne déjà une très bonne perspective de la sécurité que l'on peut avoir avec 10% de buffer, 10% de sécurité, sachant que historiquement, ce n'est jamais arrivé avec soit moins 20%, et donc on perdrait que jusqu'à peu près 20%, 10% avec un 10% de buffer. Donc, ça nous donne pas mal de sécurité, avec 10% de buffer sur le S&P 500. Et donc, plus qu'on a la sécurité à la baisse, on peut se dire, je vais peut-être être capé, limité à la hausse. Et en fait, on n'est pas limité du tout. On est illimité en termes de gains potentiels. Et c'est même mieux que ça. On va avoir un booster de rendement. Alors, pour les 20 premiers pourcents, on va avoir 100% de participation. C'est-à-dire que si le marché, à l'issue des 6 ans, a pris 18%, 100% de 18%, on a pris 18%. Et là où ça va commencer à être intéressant, c'est que si le marché, à l'issue des 6 ans, a gagné plus que 20% sur la partie supplémentaire, on va avoir 105% de participation. Si je prends un exemple, à l'issue des 6 ans, le marché a pris 120%. On aura pris 20% sur les premiers 20%. Et sur les 100% suivants, on aura pris 105% pour un total de 125%. Donc, j'ai eu un booster de rendement, un coefficient multiplicateur à la hausse.
Et ce qui est la chose la plus difficile à comprendre, cela coûte 0% en termes de frais. Absolument zéro. Zéro pour être investi, zéro pour être protégé, zéro pour être boosté, zéro de commission, etc. Donc, ça veut dire que ça coûte déjà moins cher d'avoir ce type d'instrument que si on a de l'argent dans son 401k, parce que dans le 401k, il faut trouver des mutual funds qui, eux, ont des frais. On a également, si on est un ancien employeur, on a les frais administratifs à payer, etc. On va se retrouver à payer moins de frais, avoir de la protection, un booster de rendement et en plus se permettre d'être 100% agressif, de ne pas faire appel à ce qu'on appelle la théorie moderne du portefeuille qui dit on va réduire la volatilité liée à notre tolérance au risque. Pourquoi? Parce qu'en cas de baisse, on a une compagnie d'assurance qui nous protège à la baisse. Très intéressant à regarder ce type d'instrument-là, notamment pour les programmes de retraite, parce que comme vous l'avez compris, maintenant, plus on va avoir de garanties dans la stratégie patrimoniale globale, et je reviens au point numéro 2 de ce point-là, où on va prendre en considération la stratégie globale pour prendre des décisions au sein de votre portefeuille. Plus vous avez de garanties au sein de la stratégie, plus vous allez vous permettre de prendre du risque. Je vais faire un point. Imaginez que dans votre stratégie patrimoniale, vous commencez à avoir du cash à la banque, raisonnablement, notamment pour avoir votre matelas de sécurité. Vous commencez à avoir du Wally, qui lui est garanti d'augmenter année après année. Vous commencez à avoir, par exemple, du capital annuity, ou potentiellement ce qu'on appelle également du income annuity. Ce n'est pas le thème de ce webinaire. Mais vous commencez à avoir des actifs qui sont, eux, avec un certain nombre de garanties. Plus vous avez de garanties en place, et plus vos autres investissements, vos biens immobiliers, financier sur les marchés, votre propre entreprise, vous avez la capacité à prendre du risque qui augmente de manière positive et vous pouvez encore plus aller chercher du rendement et augmenter votre valeur patrimoniale. Je viens de finir le point des Romains. Est-ce que potentiellement il y a des questions sur cette partie-là avant que je passe à la partie 3 de notre présentation? Oui. On a encore combien de questions après la question 3? On a juste 2 questions. La question 4 sera très rapide, elle prendra que 5 minutes. La partie 3, elle prendra à peu près une dizaine de minutes. Donc, on en a pour à peu près un quart d'heure de présentation. OK. Si jamais il y a des gens qui doivent partir, dans tous les slides en haut à gauche, vous avez un QR code pour prendre rendez-vous directement avec Alexandre. OK. Donc, comme ça, vous pouvez poser des questions en direct, one-to-one. Il vous donne, je crois, 30 minutes de consultation offerte sur ce que vous souhaitez lui poser comme question. On commence à avoir pas mal de questions. Mais je veux qu'on avance le plus vite possible. Si on va peut-être prendre la question d'Arnaud. Comme tu veux. Juste répondre à la question d'Arnaud. Là, ce que tu présentais, c'est quoi ce placement à 10% de buffer en perte? Alors, c'est ce qu'on appelle un capital annuity. Et ce sont des compagnies d'assurance qui le proposent. Le produit que j'ai présenté là, qui est disponible à l'heure actuelle, c'est la compagnie d'assurance qui s'appelle Prudential qui le met en exergue. Nous, on fait cette veille concurrentielle. On va regarder par exemple Prudential, Allianz, Lincoln, Jackson, etc. On va faire cette veille concurrentielle de trouver les meilleurs acteurs du marché pour ce type d'instrument-là. Et selon, parce que ça change chaque semaine, on va trouver le meilleur instrument pour notre client. Évidemment, chaque recommandation que nous faisons sont ad hoc à chaque situation, évidemment. On va prendre la question de Thierry également. Wally, que devient la cash value en cas de décès? Ce qui est intéressant avec ce cash value life insurance ou Wally, c'est que vous avez une épargne et également vous avez une assurance décès. Et l'assurance décès est toujours supérieure ou égale à l'épargne. Et elle est égale en fait à partir de 100 ans. Si vous avez la chance, et je vous le touche du bois, de pouvoir vivre au-delà de 100 ans, la partie de l'épargne est égale à l'assurance décès. Et donc, lors du décès, c'est la partie de l'épargne / assurance décès qui passe aux bénéficiaires avec les avantages fiscaux. Si vous décédiez avant 100 ans, vous auriez un montant supérieur d'assurance décès comparé à l'épargne. Et c'est ce montant d'assurance décès supérieur qui part aux bénéficiaires. Le montant de l'épargne est inclus à l'intérieur du montant général d'assurance décès qui est supérieur. Okay. Jean-Christophe, j'ai vu que vous avez levé la main. Je vous donnerai la parole une fois qu'on a passé la question 3, 4. Très bien. On va parler de savoir comment être le plus stratégique possible, et notamment lorsqu'il y a une baisse des marchés. Parce qu'il y a quelque chose que je souhaite déjà, avant que je me lance dans un graphique pour expliquer mon point, vous le savez, je suis très visuel, mais un crash du marché financier n'est pas une mauvaise nouvelle. Je parle d'un point de vue patrimonial, évidemment. Évidemment, il y aura des implications sociétales, économiques, etc., absolument désastreuses lorsqu'il y a des crashs financiers.
Mais je parle d'un point de vue de la stratégie patrimoniale et le fait de pouvoir assurer, nous, notre futur au sein de notre propre patrimoine. Un crash du marché financier n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est simplement une nouvelle. Et il n'y a que les personnes qui n'ont pas de stratégie proactive en place qui sont foulement heurtées par un crash du marché financier. Et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut être toujours, quoi qu'il arrive, que le marché soit en hausse ou que le marché soit en baisse, on soit toujours en position de force. Et voilà comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser pour le faire. Donc, premièrement, l'idée, c'est d'avoir cette première vitesse. Et cette première vitesse, on l'a déjà vue ensemble. L'idée, c'est d'avoir à la fois de l'argent qui est lié au marché financier et au marché immobilier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que deux manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle, ownership and real estate. Et l'objectif de rendement à long terme, c'est 7 à 8%. L'objectif, on l'a vu, est linéaire, mais comme vous pouvez le voir sur mon écran, on a des hauts et des bas. Ça fait 35 ans qu'on est dans ce qu'on appelle le new normal. On est dans une économie d'expansion, crash, expansion, crash, et ainsi de suite. Et à ce titre, je vais prendre un exemple. Par exemple, quelqu'un qui avait 300 000 $ en 2007-2008, lié au marché financier immobilier. Le marché perd 57%. Cette personne est diversifiée, ne perd que 33% et se retrouve avec 200 000 $. Ben, stratégiquement parlant, c'est le pire moment de vendre et de sortir. On va réaliser des moins-values permanentes. Quelle est l'alternative? C'est de rester investi. La problématique, c'est qu'entre 2007 et 2017, c'est ce qu'on appelle de lost decade. Les gens ont perdu 10 ans d'investissement. Et une des problématiques notamment, c'est que les personnes étaient fullement investies, notamment la plupart des Américains. Quand vous parlez à un Américain, je dirais basique, la manière dans laquelle il crée son patrimoine, c'est un, il va investir dans son 401k, il va maxer son 401k. Et deuxièmement, il va acheter de l'immobilier, il va essayer de payer le plus rapidement possible son immobilier. Et plus il se rapproche de sa retraite, alors attention, les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, cette zone de 10 ans, c'est la zone la plus dangereuse de toute sa planification financière. Parce que s'il arrivait quoi que ce soit lors d'un crash, par exemple de 2007-2008, dans cette phase-là, tout ce qu'on a pu mettre en place dans la phase d'accumulation, avec ce crash-là, on aura un impact négatif pour le reste de notre vie. On a vu des gens qui essaient de continuer à travailler à 73, 75, non pas parce qu'ils avaient une vraie envie de le faire, mais par nécessité. C'est exactement cela qu'on essaie d'éviter. Il s'agit d'être en position de force et ne pas être dépourvu alors qu'on a fait tout ce qui a été bon en phase d'accumulation, ou en tout cas penser d'être bon dans la phase d'accumulation et se retrouver au dépourvu quand on a vraiment besoin de pouvoir avoir cette indépendance financière. Donc, stratégiquement parlant, c'est là où la deuxième vitesse est absolument fondamentale. Il s'agit d'avoir cette deuxième vitesse qui est, elle, non corrélée au marché financier et immobilier et qui va nous permettre à la fois de gérer le risque de manière optimale, mais également de pouvoir tirer avantage d'opportunités quand elles arrivent. Un actif qui est simple à comprendre, c'est d'avoir du cash à la banque. Le cash, quand il y a un crash, le cash, il est protégé, il est là, il est disponible. On va pouvoir le mettre au travail. La problématique du cash, on l'a vu ensemble, c'est qu'elle nous rémunère rien du tout, la banque. Et donc, au quotidien, on perd de l'argent à cause de l'inflation. Quand on a une inflation de 7% et qu'on génère du 0, quelque chose, évidemment, le rendement net est négatif, on perd en pouvoir d'achat. Donc, 6 à 12 mois de dépenses au maximum de côté. Mais si vous n'avez pas ces 6 à 12 mois de dépenses, on va vous conseiller de les avoir. Attention, c'est très important d'avoir ce matelas de sécurité. Mais au-delà de ce matelas, c'est là où notamment le Cash Value Life Insurance va rentrer en jeu. Parce qu'on garde la liquidité, la flexibilité, le contrôle de cet argent avec des rendements qui sont supérieurs à l'inflation. On parle de 3 à 5% net de frais net d'impôt, rappelez-vous, entre 4,5 et 6,5% de rendement équivalent, et qui va nous permettre, de par cette liquidité, de pouvoir tirer avantage d'opportunités. Si par exemple j'avais 150 000 $ entre le cash et le Wally ici, dans cette deuxième vitesse, rien ne nous empêche de pouvoir mettre au travail ces liquidités. Pourquoi pas, à ce moment-là, investir 100 000 $ dans cette opportunité anomalie de marché pour pouvoir se positionner avec des actifs qui ont perdu de leur valeur. Certains de ces actifs-là ont été punis de par le risque systémique du marché, mais qui sont des actifs de très belle qualité et qu'on va pouvoir acquérir à des valorisations très intéressantes. Évidemment, vous ou moi ou n'importe qui ne savons absolument pas quand on est au plus bas du marché. Si quelqu'un vous le dit, ok. On ne sait pas quand on est au plus bas du marché. Mais nous, en tant que conseiller financier, on va regarder un certain nombre d'indicateurs. Vous l'avez vu au début de mon webinaire, je vous ai montré 20 indicateurs que nous suivons au quotidien. Ces 20 indicateurs nous donnent un petit peu le thermomètre, la température de là où on en est au niveau de l'économie. Lorsque nous sommes en phase de crash, nous allons monitorer 7 indicateurs. Et lorsque ces indicateurs se remettent au vert, c'est le moment de se repositionner à l'achat avec nos liquidités non corrélées.
Un indicateur notamment, c'est l'impulsion de la Fed. On l'a vu en avril 2020. Je donnais mon premier webinaire sur French Morning le 30 mars 2020 avec le thème « Comment investir sur les marchés financiers en temps de crise ». Quelques semaines plus tard, 4 prises de décision par le gouvernement américain. 1, les PPP loans aux entreprises pour garder leurs employés et continuer leur activité. Deuxièmement, des coupes fiscales. Troisièmement, des chèques qui ont été envoyés directement chez les gens à hauteur de $600 par semaine pour les gens qui étaient unemployed. Et quatrièmement, les rachats du bon du Trésor américain, mais cette fois-ci à hauteur de 75 milliards par jour, alors qu'on avait connu 80 milliards de dollars par mois en 2008 lors de l'effondrement du système bancaire et financier. C'était absolument massif, ce qui s'est passé en avril 2020. Et quand on a ce type d'indicateur, est-ce qu'on se croise les doigts? Non. Nous avons rappelé l'ensemble de notre clientèle. On s'est assis avec l'ensemble de nos clients. On a fait un point sur la stratégie globale. Et comme nous accompagnons les clients depuis maintenant plus d'une décennie, évidemment, ils ont des actifs qui sont non corrélés, qu'on a pu mettre au travail et tirer avantage de cette opportunité de marché. C'est là où on va se repositionner. On va mettre en place une stratégie qu'on appelle le dollar cost averaging. Au lieu de mettre 100 000 $ d'un coup, on va mettre 10 000 $ par mois sur les 10 prochains mois. Et ce qui nous a permis en fait de se remettre sur nos pieds beaucoup plus rapidement que si on était simplement attendu un rebond du marché. Le fait d'avoir pris des décisions stratégiques nous a permis de réduire le risque, tirer avantage d'une opportunité de marché à ce moment-là. Le dernier point que je souhaite adresser sur ce graphique-là, c'est que si on utilise ces deux classes d'actifs de manière non corrélée sur le long terme, on aura la moyenne pondérée des rendements. Alors que si on les utilise de manière proactive, à chaque fois qu'il y a des opportunités d'investissement, on va prendre beaucoup moins de risques dans la stratégie globale et on va générer plus de rendement. On sera plus proche des 9 à 11 % de rendement dans la stratégie globale, alors qu'on a un actif qui génère du 7 à 8 et l'autre qui génère du 3 à 5, parce qu'on va tirer avantage à chaque fois des rebonds quand des opportunités arrivent. Voilà le thème de dollar cost averaging. J'en ai fini pour cette question-là. Est-ce que Romain, est-ce qu'on enchaîne, qu'on finisse le webinaire et puis on passe aux questions? Oui, je pense parce qu'on va devoir avancer et après on prendra la question, plus Jean-Christophe l'a écrite. Donc, mais je vous donnerai la parole, Jean-Christophe, parce qu'on aime bien entendre la voix des gens. Vas-y, je te laisse finir. Très bien. Le dernier point, c'est comment réduire l'impact fiscal. Et nous avons quand même pas mal d'options. Au lieu de juste être investi et on vend et voilà l'impact fiscal. On a 4 stratégies, enfin en tout cas 4 options pour réduire l'impact fiscal au niveau de nos investissements avant qu'ils en découlent d'un point de vue de la déclaration fiscale derrière. Premièrement, c'est d'utiliser des comptes qui sont fiscalement avantageux. Il y en a beaucoup. Alors, un des inconvénients en effet, c'est qu'ils ont un seul et unique rôle. On l'a vu ensemble de par la vélocité patrimoniale. Mais à l'inverse, on va gagner de la part l'impact fiscal. Premièrement, c'est ce qu'on appelle les comptes de retraite. Il en existe beaucoup aux États-Unis, les 401k, les IRA, les Roth 401k, Roth IRA, SEP IRA, Simple, Keogh, Solo 401k, etc. Des programmes de retraite qui vont nous permettre de pouvoir de toute manière déférer l'impact fiscal, mais soit payer ses impôts maintenant ou plus tard. Les plans 529 de point de vue de l'éducation et également des instruments également pour la santé, ce qu'on appelle les HSA et des FSA. Pour information, le HSA est l'instrument le plus fiscalement intéressant de tous les instruments qui existent, puisque c'est de l'argent que vous mettez avant impôt, vous prenez une déduction maintenant, il y a un déferrement fiscal, et également quand vous sortirez l'argent, si vous pouvez prouver que vous avez eu des dépenses de santé, vous allez ne pas avoir d'impôt dessus. Donc, c'est la triple non-fiscalité qui est assez intéressante de ce type d'instrument qu'on appelle les HSA, Health Saving Accounts. Donc, premièrement, trouver des instruments, en tout cas des comptes fiscalement avantageux pour réduire l'impact fiscal. Deuxièmement, on peut utiliser des instruments qui sont, eux, fiscalement avantageux. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle les obligations municipales, ce qu'on appelle muni-bonds. Ici, aux États-Unis, l'avantage, c'est que vous n'avez pas d'imposition sur les rendements au fédéral. Et si vous achetez des obligations dans le même État dans lequel vous habitez, vous avez également aucune implication fiscale au niveau de l'État également. Vous pouvez également utiliser des assurances vie permanentes de type Cash Value Life Insurance ou Wally, où c'est de l'argent après impôt, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez de l'argent à la banque. Mais dès que vous mettez $1 dedans, vous n'avez plus jamais d'imposition derrière. Notamment pas sur l'augmentation de l'instrument, mais également dans l'utilisation du cash, peu importe où vous êtes dans le monde. Évidemment, ce type d'instrument va pouvoir nous permettre de ne pas avoir d'implication fiscale à l'avenir. Le point C, c'est également de pouvoir être stratégique où on va positionner ces actifs au sein des différents comptes. Un exemple très simple, imaginez que vous avez un compte de retraite et vous avez un compte d'investissement classique et que vous souhaitez y mettre des obligations au sein de ces comptes-là parce que vous souhaitez utiliser des obligations pour la gestion du risque. Pour petit rappel, pour moi, d'un point de vue visuel, les actions, c'est votre voiture de course qui va aller chercher le rendement
Et les obligations, on les met au sein du portefeuille, c'est votre parachute derrière, comme dans un dragster. L'objectif des obligations, c'est que quand le marché augmente, vous allez augmenter un peu moins parce que vous avez des obligations. Et si le marché baisse, vous allez perdre moins de par le fait que vous avez ces obligations-là. Ça réduit simplement la volatilité du portefeuille, le risque global. On les met généralement dans le portefeuille pour réduire le risque de marché. Et si vous avez des obligations au sein d'un compte d'investissement classique, vous récupérez ce qu'on appelle des coupons qui sont, eux, fiscalement imposés sur le revenu. Parce que vous avez deux types d'imposition. Vous avez soit des rendements qu'on appelle à court terme, soit à long terme. C'est-à-dire que si vous détenez une position pendant plus d'un an et que vous revendez à ce moment-là, et vous avez fait une plus-value, vous serez imposé sur du long-term capital gains, des gains à long terme qui peut être de 0, 15 ou 20, voire 23,8% à l'heure actuelle. Si vous avez des gains durant l'année, des revenus, des coupons, des intérêts, certains des dividendes, ou vous vendez dans l'année une position, vous êtes imposé à court terme et ça impacte vos revenus aux taux marginaux de vos revenus classiques. Et donc, évidemment, vous serez dans un taux marginal très probablement bien plus élevé que si c'est des gains à long terme. Donc, stratégiquement parlant, ne serait-il potentiellement pas intéressant d'y positionner les obligations dans les comptes de retraite, qui n'est pas forcément intuitif? Pourquoi? Parce qu'on se dit, dans un compte de retraite, mon horizon d'investissement est élevé. Et donc, à ce titre, je vais avoir un portefeuille plus risqué, puisque je vais être au-delà des risques des cycles économiques. Donc, je peux me permettre de prendre plus de risques parce que j'ai un horizon d'investissement plus élevé. Et à ce titre, je vais mettre moins d'obligations et peut-être un peu plus d'obligations dans mon compte classique parce que je vais peut-être vouloir accéder à mon argent à court moyen terme. Stratégiquement parlant, l'idée, c'est avant de prendre cette décision patrimoniale, de faire un point sur les classes d'actifs et positionner les obligations peut-être dans le compte de retraite qui va avoir un déferrement fiscal et ne pas avoir d'implication négative d'avoir les obligations sur lesquelles notamment on va payer les impôts sur un compte classique. Est-ce que ça a du sens? C'est ce qu'on appelle asset location. Et dernièrement, c'est de bénéficier de stratégies proactives au sein du portefeuille. Pour notre clientèle qui commence à avoir des portefeuilles assez intéressants en termes de volume, je parle 500 000 $ ou plus, vous pouvez avoir maintenant assez de volume pour détenir des actions et des obligations en direct. Et à ce titre, on va être beaucoup plus granulaire sur ce que l'on détient et l'implication fiscale. Et donc, on travaille avec des compagnies telles que ce qu'on appelle Envestnet. Alors, il faut savoir que Envestnet, c'est la plateforme numéro 1 pour les conseillers financiers indépendants. Et celle-ci va permettre de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle des tax overlay. C'est de l'intelligence artificielle qui permet de réduire l'impact fiscal au niveau du portefeuille. Historiquement, l'ensemble des clients qui ont pu mettre en place ce tax overlay ont récupéré près de 1% de rendement qui serait perdu en impôts grâce au fait qu'on va réduire l'impact fiscal au sein du portefeuille avant que l'impact fiscal soit matérialisé. Par exemple, déférer la vente d'un mois pour être sur du long-term capital gains, de pouvoir vendre une position qu'on a achetée à 100 au lieu de vendre celle qu'on a achetée à 80, etc. Il y a beaucoup de stratégies qui sont automatisées. À l'époque, les conseillers financiers regardaient à la fin de l'année, est-ce que vous avez des gains réalisés? Est-ce que vous avez des moins-values non réalisées? On va offsetter les gains réalisés en vendant les moins-values non réalisées, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des stratégies réactives. De nos jours, grâce à la technologie, on peut avoir des stratégies proactives sur chaque trade effectué pour réduire l'impact fiscal. Donc, évidemment, bénéficier de stratégies, de la technologie va pouvoir nous permettre de réduire l'impact fiscal. Et Romain, j'en ai fini avec cette présentation. Je laisse quelques secondes cette page-là qui va résumer l'ensemble de la présentation d'aujourd'hui, répondre aux questions, puisque vous allez pouvoir revoir le replay. Vous avez la possibilité de vous mettre en stop et de revoir le résumé global de ce webinaire d'aujourd'hui. Tu es en mute, Romain. Merci, Alex. Donc là, vous avez, pour ceux qui doivent partir, vous avez à nouveau le QR code pour directement prendre rendez-vous avec Alexandre. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit. Allez, Jean-Christophe, ça fait longtemps qu'il a levé la main. On va l'écouter. Bonjour, Jean-Christophe. Allô, bonjour Romain, bonjour Alexandre et merci beaucoup. C'était hyper intéressant comme d'habitude, Alexandre. On peut dire la vérité, on se connaît bien et on travaille ensemble. Alors moi, je suis en France. Et donc, ayant la green card, je suis aussi aux États-Unis. Et ma question, c'était pour les gens, peut-être qui peuvent être intéressés par cette question, qui vont vivre quelques années aux États-Unis, avoir un placement même de plus de 6 ans, beaucoup plus, avec toute cette puissance financière à disposition là-bas et
et avec USA France Financial, c'est super. On le fait sur plus de 6 ans, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut travailler pour ne pas trop perdre? Si jamais on veut récupérer après l'argent, une fois qu'on passera, par exemple, nos vieux jours ou notre retraite en France. Est-ce que, Jean-Christophe, ta question parlais est de la... liée au capital annuity? C'est ça, Par je crois, exemple, fiscalité, non? Tu parlais de la fiscalité dans la question écrite. Oui, c'est-à-dire que tous ces gains, ils sont remarquables. Hein. Les gains sont vraiment, les produits sont super. Après, c'est quand on va vouloir rapatrier à long terme l'argent pour avoir des revenus en France, est-ce qu'on ne va pas trop perdre en fait à cause de la fiscalité française? Ok. Excellent point, Jean-Christophe. Alors, pour répondre, parce que je vais focaliser ma réponse sur le capital annuity, si ça ne te dérange pas. Et si tu as Oui. d'autres questions, évidemment, n'hésite pas de me contacter, tu as mes contacts. En fait, pour rappel, on va positionner le capital annuity au sein d'un IRA. Donc, la fiscalité ne se fait pas sur l'instrument, il se fait dans le cadre du compte de retraite. Donc, quelle est la fiscalité d'un compte de retraite de type IRA classique? Le jour où vous contribuez à l'IRA, vous prenez une déduction fiscale. Vous n'êtes pas payé sur le montant, vous ne payez pas d'impôts. Imaginez que vous gagnez $100 000, vous déposez $5 000 dans votre IRA, vous ne payez les impôts que sur 95 000. Ça va être déféré d'un point de vue fiscal et le jour où on sort l'argent, c'est là où on va payer de l'impôt sur la totalité de ce que l'on sortira sur le revenu. Si on sort l'argent avant 59 ans et demi, on paye en plus de cela 10% de pénalité sur le montant qui sortira. Donc, pour répondre à ta question, Jean-Christophe, la fiscalité est liée à l'instrument, non pas à l'instrument, mais au compte en lui-même de l'IRA. Alors, je vais répondre à ta question. Si on est maintenant aux États-Unis, évidemment, chaque dollar qui sortirait à terme de l'instrument sera fiscalement sur le revenu. Évidemment, si vous êtes à la retraite, l'idée, c'est de sortir un petit peu d'argent chaque année pour réduire l'impact fiscal sur une très longue période de temps. Stratégiquement parlant, on ne veut pas sortir un gros montant de l'IRA d'un coup, parce que sinon, on se retrouve dans un taux marginal très élevé. Alors que si on sort qu'un tout petit montant chaque année, évidemment, on aura gagné notre pari fiscal, d'avoir déféré l'impact fiscal en phase d'accumulation et de payer qu'un tout petit peu d'impôt chaque année quand on sera à la retraite. Ça, c'est le premier point. Déjà aussi, si on est déjà à 60, 70 ans, etc., peut-être que d'autres instruments que le capital annuity aura beaucoup plus d'impact. Ça arrive qu'on peut mettre un capital annuity à l'âge de 63 ans, par exemple, même à l'heure actuelle, ce qui serait intéressant, par exemple, c'est à l'âge de 66 ans de mettre ça en place, de dire on n'a pas besoin de l'argent jusqu'à 72 ans, et à 72 ans, comme on a les RMDs aux États-Unis, le Required Minimum Distribution, c'est-à-dire qu'on a des montants qu'on doit sortir de manière obligatoire, et de faire en sorte qu'à 72 ans, on ne soit plus dans ce type d'instrument-là, qu'on soit dans un portefeuille peut-être diversifié et de sortir petit à petit à ce moment-là. Sachant aussi également que dans ce capital annuity, tu peux sortir 10% de la valeur du compte chaque année sans impacter négativement l'instrument en lui-même, qui te permettrait de faire face, par exemple, aux RMDs, si besoin est. Le dernier point là-dessus, c'est que fiscalité américaine, c'est sur le revenu. Si je suis maintenant résident fiscal français et que j'ai encore ce type d'instrument aux États-Unis, convention bilatérale, article 18, alinéa 1 et 2 de la convention bilatérale, sur les instruments de retraite, nous ne sommes fiscalisés que dans le pays de contribution. Donc, ça veut dire que, imaginons que je sorte 15 000 $ de mon IRA à la retraite et je suis résident fiscal français et que je sors de mon compte américain d'IRA 15 000 $, je n'aurai une imposition qu'aux États-Unis sur 15 000 $ de revenus, plus potentiellement les autres revenus, mais 15 000 $. Je ne paierai pas d'impôt du côté français. Juste à prendre en considération, c'est qu'on doit quand même enregistrer les revenus du côté français qui nous pousserait potentiellement dans un tax bracket plus haut, à hauteur de ce que l'on a sorti du côté US pour les revenus du côté français. Mais il n'y a pas de double imposition, il n'y a pas d'imposition du côté français, ce n'est que du côté US. Donc, ça va nous permettre, et donc on n'aura pas beaucoup de revenus du côté américain globalement, puisqu'on est maintenant résident fiscal français, on va très majoritairement réduire l'impact fiscal et on aura gagné notre pari fiscal à l'international. Bonne réponse. Alors, dans les autres questions, on avait des commentaires aussi que j'aimais bien sur l'immobilier. Ah oui, voilà. À un moment donné, tu avais parlé de l'immobilier à 7 ou 8% de rendement. Alors, c'est Thierry qui avait demandé. Tu peux faire un petit topo sur la situation aux États-Unis et il y a certaines villes où c'est des rendements qui sont en moyenne
Absolument. Évidemment, quand vous faites un investissement, il est à risque. Moi, je dis souvent que la grande différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'en France, on investit dans la pierre, alors qu'aux États-Unis, on investit dans du papier mâché. Après, avec exception, New York, etc., avec des villes établies. Mais il y a beaucoup plus de potentiel de rendement aux États-Unis qu'en France, mais avec plus de risques également. On l'a vu, la crise majeure de 2007-2008, elle n'a pas eu le même impact du côté français. Donc, il y a potentiellement certaines villes aux États-Unis qui sont en expansion ou autres, qui puissent avoir des rendements même au-delà des 7 à 8%, mais évidemment avec du risque. Attention, ce n'est pas des risques, c'est pas des rendements garantis, mais on a plus d'espoir de rendement potentiellement stratégiquement parlant de manière générale aux États-Unis qu'en France, mais avec un risque différent, avec des objectifs différents. Quand on est français, on a toujours potentiellement peut-être un pied du côté français ou avoir une attache française, d'avoir peut-être un bien immobilier du côté français. Si vous avez des questions également, parce qu'il y a des manières de pouvoir structurer la chose, est-ce qu'on investit en nue propriété, en LMNP, etc., pour réduire l'impact fiscal international, ça, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra en discuter. Mais il peut y avoir… Donc, en fait, ce que je vous dis généralement, c'est que quand on est investi sur le marché financier immobilier, on souhaite être un bon investisseur. On va aller chercher le rendement. La question que je vous ai, c'est que l'avantage du Wally, c'est que ce n'est pas un actif in fine. C'est-à-dire que vous générez du 3 à 5% et l'histoire ne s'arrête pas là. Si elle s'arrêtait là, d'un point de vue de la diversification globale, il y a d'autres classes d'actifs qui peuvent générer plus de rendement sur long terme. Mais l'avantage de l'instrument, c'est que c'est qu'un actif pass-through. C'est qu'on va utiliser cet instrument en amont pour en aval, utiliser cet argent pour investir dans l'investissement final qui, lui, va nous générer ces 7 à 8%. Et ainsi travailler notre argent 2 fois. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on ne souhaite que générer 3 à 4% de rendement, mais pourquoi aller chercher le risque sur le marché financier immobilier quand vous pouvez générer ce type de rendement dans le Wally sans prendre le risque du marché financier immobilier? Est-ce que c'est le point que je souhaite mettre en exergue, ce qui vous permet d'être des meilleurs investisseurs, parce que vous allez chercher des opportunités d'investissement qui vont potentiellement aller chercher ce rendement-là. OK. On a une autre question que j'aimais bien de Anne. Mais je pense que tu as partiellement répondu, mais c'est bien de le redire. Quand on rentre en France, est-ce qu'on peut conserver tous les investissements que tu as présentés aujourd'hui? Absolument. Et ça fait notre force. C'est qu'on connaît les implications financières, fiscales, légales, internationales. Donc, nous savons ce qu'il est intéressant de mettre en place pendant qu'on est ici. Et également, si nous sommes ici, qu'est-ce qui est intéressant de mettre en place en France et naviguer déjà, ce que l'on peut mettre en place en France, de par FATCA, etc. Et deuxièmement, qu'est-ce qui est fiscalement intéressant de mettre en place en France si on est ici aux États-Unis. Nous avons un coordinateur fiscal au sein du cabinet, nous avons des partenaires fiscaux avec lesquels nous travaillons. Et évidemment, l'ensemble des recommandations que nous allons faire à l'ensemble de notre clientèle a été vu et revu stratégiquement parlant. Et donc, par exemple, ce que j'ai évoqué notamment aujourd'hui, c'est notamment, par exemple, d'avoir des actifs sur le marché financier, d'avoir des instruments dans des IRA, d'avoir du Wally, etc. Vous avez l'opportunité d'avoir un lien avec les États-Unis aujourd'hui, de mettre en place ce type d'instrument-là et de ne pas avoir d'implications négatives en cas de retour en France d'un point de vue financier, fiscal et légal. Donc la réponse est oui, ça a été évidemment vetted bien en amont pour s'assurer que tout ce que l'on va proposer à notre clientèle, notre communauté française ici aux États-Unis, fonctionne même en cas de retour. Parfait. Bon, allez, on a un petit peu dépassé l'horaire. On va libérer les gens qui peut-être veulent déjeuner sur la côte Est ou démarrer leur journée sur la côte Ouest ou peut-être aller à l'apéro pour ceux qui nous écoutent en France. Merci de nous avoir suivis. Je vois qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont restés jusqu'à la fin. Vous savez que de toute façon, Alexandre va revenir. Alexandre, tu veux juste remettre le QR code peut-être pour les gens qui voulaient prendre rendez-vous avec toi. Comme d'habitude, les webinaires de French Morning sont disponibles en replay. Si vous ne nous suivez pas sur YouTube, je vous invite à le faire et ce sera disponible sur YouTube. C'est aussi disponible sur LinkedIn, donc vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Sur Facebook, c'est la même chose, donc voilà. Et puis, pour ceux que ça intéresse, vous prenez rendez-vous avec Alexandre et le replay, normalement, vous l'aurez aussi par email. Je crois qu'il y a un email automatique qui part au bout de 24 heures. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin.
Jeudi, on a un webinaire pour les gens qui sont sur Londres. Et la semaine prochaine, on fait un événement sur l'investissement immobilier locatif à Paris. Donc, pour ceux que ça intéresse, la semaine d'après, on fait la fiscalité des successions, donations franco-américaines. Donc, tout ce qui est testament avec 2 experts, dont un notaire à Paris. Et puis, le vendredi, pour les gens qui sont à la recherche d'emploi, le vendredi 4 mars, on a le salon de l'emploi avec pas mal d'opportunités. Merci encore de nous avoir suivis jusqu'à la fin et à bientôt sur French Morning. Bonne journée. Salut Alex. À très vite. Au revoir.